Eh bien, nous voilà de retour dans le guidage. Je poursuis donc, nous en sommes page 87 maintenant, dans le haut de la page, avec un paragraphe qui me semble assez intéressant, où Seth va nous dire « Bien que je fasse ici une comparaison avec le théâtre », puisque juste avant il expliquait ça, justement la notion de pièce, ces pièces, entre guillemets, sont des événements tout à fait spontanés, dans lesquels les acteurs évoluent en toute liberté. Et il rajoute en fin de phrase, tant qu'ils respectent le cadre donné. Alors là, effectivement, ça peut demander un petit peu des explications. En tout cas, avec voilà, aujourd'hui, moi, ce que je comprends de ça. Donc, pour dégrossir déjà, effectivement, il utilise souvent cette comparaison avec une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, telle qu'elle, ou un film, il y a un script, il y a, voilà, tout le scénario est écrit, les dialogues sont écrits, les acteurs répètent pendant très longtemps, et finalement, ils présentent quelque chose qui est à peu près standard. S'ils jouent tous les soirs de la semaine, si on va les voir tous les soirs, normalement, c'est la même pièce. Ils essaient de mettre la même intonation, de jouer de la même manière. Peut-être des fois, ils vont oublier un mot, ils vont le remplacer par un autre, ils vont oublier quelque chose. Il y a une émotion différente, ils vont le vivre avec moins d'intensité. Voilà, ils seront fatigués tel soir, etc. Mais, en tout cas, on voit que c'est quelque chose de très cadré, d'écrit, de carré. Seth nous dit, attention, c'est comme ça que je comprends ce paragraphe-là, attention, ce n'est pas parce que je compare les vies multiples que vous avez, chacune à une pièce de théâtre, que c'est figé. C'est là-dessus qu'il insiste, de ce que je comprends. Puisqu'il dit que justement, tout ce qui se passe dans une vie est spontané. Des événements spontanés dans lesquels les acteurs évoluent en toute liberté. Donc, oui, il me semble avoir compris que, avant de s'incarner, on va choisir le contexte dans lequel on va grandir et les grandes étapes de la vie, normalement, ce qui devrait se mettre en place parce que on va rencontrer telle personne, etc. Mais, en temps réel, et si j'ai bien compris aussi, j'ai l'impression que chaque nuit, il y a notamment un travail particulier quand on est dans les rêves pour aller écrire la journée suivante, au moins, peut-être quelques jours plus loin, il faut que les choses se mettent en place. Mais en tout cas, il y a vraiment ce phénomène-là, un peu de réécriture au fur et à mesure. En fait, on peaufine le scénario, sans que ce soit du coup du tout figé. C'est-à-dire, on rédige au départ les grandes lignes, mais le contenu fin, justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que on réécrit un peu chaque nuit. Donc c'est là où il y a cette part de liberté. À partir d'un grand contexte, et on part avec des acquis, quelque chose qui fait que non, excusez-moi, l'inné. La différence entre les acquis et l'inné. C'est justement, on part avec des choses innées, c'est-à-dire qui viennent de naissance. La richesse, c'est pas forcément inné, mais en tout cas, à notre naissance, il y a un contexte dans lequel on va grandir. Et à partir duquel peut-être on va évoluer, ou on va rester dedans, ou on va, c'est là où commencent tous les scénarios possibles. Mais il y a une histoire au début qu'on va écrire qui est assez précise, et petit à petit elle évolue. Et on verra d'ailleurs qu'en fait il y a plusieurs histoires en parallèle qui évoluent, qui fait qu'il y a justement plein de possibilités. Et c'est cette liberté-là dont parle Seth. C'est qu'on est tous, tout le temps, et ça il le répète régulièrement, on a notre libre arbitre. Rien n'est écrit. Le futur n'est pas écrit. Ce ne sont que des probabilités, un peu. Grosso modo, on va dans telle direction. Si tous les paramètres continuent à se confirmer, alors tel futur va devenir un présent dans quelque temps. Et d'ailleurs, il rajoute en fin de phrase, et c'est ça qui me semble intéressant, il parlait effectivement de la liberté des acteurs,
tant qu'il respecte le cadre donné. Et pour moi, il y a 2 niveaux de cadre, en tout cas là qui me viennent comme ça en tête. Le premier niveau, c'est le monde physique. Vous êtes sur Terre, donc il y a une série de règles. Vous ne pouvez pas vous envoler, il y a la gravité terrestre qui existe, il y a de l'oxygène, de l'air qui contient l'oxygène, vous devez respirer ça pour vivre. Enfin, je sais pas, voilà, on a un corps physique, on est limité par notre corps physique. Voilà, une série de règles comme ça. Je crois pas qu'à un moment donné, il les donne toutes, en tout cas les règles. Je sais que plusieurs fois, il donne un petit peu des cadres de la pièce. Il parlait donc notamment la dernière fois, il me semble, ou c'était il y a 2 séances, je ne sais plus. Le temps et l'espace font partie de ces conventions. Est-ce qu'il en donne d'autres d'ailleurs ? Oui, c'était la séance précédente. Selon ces conventions, le temps est une série d'instants successifs. Il existe un monde objectif parfaitement indépendant de votre création et de votre perception. Et vous êtes limité au corps physique que vous avez endossé, tout comme vous êtes limité par le temps et l'espace. Ça, c'est certaines règles. Il ne dit pas que c'est toutes les règles, mais ça fait partie du premier niveau de cadre que je comprends. Le deuxième niveau de cadre, c'est au sein de la pièce. C'est-à-dire, une fois qu'on sait qu'on est dans la réalité terrestre, avec ces règles de base, on arrive dans une histoire particulière, et c'est le cadre. Et on doit respecter ce cadre-là. C'est un petit peu ce que je disais avec le début de l'histoire. C'est compliqué de changer complètement de rôle. Alors, on peut. Il y a personnes qui le font. Peut-être d'ailleurs que c'était voulu, c'est-à-dire de naître, par exemple, je sais pas, avec des parents avec qui on s'entend pas du tout, dans un contexte qu'on rejette complètement. Donc à l'adolescence, on envoie tout balader, on est complètement en colère, on est révolté par rapport à un contexte culturel, familial, peu importe, religieux, et qu'à un moment donné, on s'émancipe, on va vivre sa vie, ce qu'on considère être bon pour nous. Donc est-ce que ça fait partie justement peut-être du cadre à respecter, que certaines personnes viennent pour être rebelles, on va dire, pour caricaturer un petit peu, et donc leur expérimentation c'est de se sortir d'un cadre pour aller expérimenter autre chose, pour découvrir peut-être qui elles sont à l'intérieur, ou bien est-ce que c'est justement, il y a un cadre, et que les personnes qui sont rebelles, c'est qu'elles sont en train un peu de casser le cadre, donc de changer l'histoire qui était prévue au départ. Ça, je ne sais pas. Et peut-être que d'ailleurs les deux existent. Que certaines personnes, peut-être dans toute leur vie incarnationnelle, sont très ordonnées, carrées, réglo, respectueuses du cadre initial. Et une fois, elles vont vivre une expérience où elles vont être complètement en décalage. Et justement, c'est leur apprentissage de sortir de quelque chose d'un peu figé, peut-être, de comprendre qu'on n'est pas obligé de suivre non plus les règles parce que d'autres personnes nous les ont données. Donc je pense que tout est possible, mais en tout cas, il parle d'un cadre qui est donné. Donc, quand on dit donné, bien sûr, il est choisi au départ par les personnes avant de rentrer dans la pièce. D'ailleurs, voilà, il dit, phrase suivante, les conventions fondamentales sont posées et il n'y a pas de répétition. Donc les conventions, moi je comprends, c'était les conventions, notamment le temps et l'espace que j'ai redonné juste avant. Elles sont posées. Donc, on évolue en liberté à l'intérieur de ce cadre-là, ce contexte-là. Il faut vraiment, je pense que c'est possible malgré tout, mais d'avoir compris suffisamment les conventions du temps, de l'espace, entre autres, pour pouvoir s'y affranchir. Ça demande une compréhension intellectuelle et ça demande une conscience intuitive, une manière de réussir petit à petit à sortir du cadre justement standard, on va dire, des conventions standards, pour petit à petit créer les siennes. Je pense que ça doit être possible. J'ai un autre exemple en tête, je crois que j'ai peut-être pas retrouvé son nom tout de suite. C'est une autre entité qui a donné Ramda.
si je le prononce bien. Ramda, qui a vécu a priori une seule vie. Dans cette vie-là, il était chef de guerre, donc il y a un côté, voilà, il a tout gagné, tout fait, et à un moment donné, dans sa vie, il a dit bon ben voilà, j'ai plus rien à faire. Voilà, mon rôle c'était d'être un guerrier. Bah, j'ai éliminé tout le monde, tous mes ennemis. J'ai plus rien à faire, et du coup, je vais prendre du temps pour découvrir ce que c'est la réalité. Il a réussi à rentrer en transe. Il a réussi comme ça, petit à petit, donc à sortir de son corps. Il a trouvé une méthode pour régulièrement pouvoir ressortir de son corps. Il a donc compris, sans doute, des choses très cachées de la réalité qui nous entoure. Et visiblement, il a choisi ensuite de quitter la réalité physique. Voilà, c'est une histoire, puisque il a écrit donc le livre blanc, le livre noir, je sais plus les autres. Parce qu'une personne fait du channeling et je crois qu'elle parle en son nom, si je dis pas de bêtises. Donc on a comme ça eu voilà des informations voilà qui viennent de cette histoire-là. Donc vous voyez qu'il y a des personnalités et donc des entités qui arrivent à petit à petit comprendre que la réalité qui nous entoure est plus complexe que ce qu'on en voit et qui arrivent même petit à petit à rentrer en relation différemment et donc à sortir du cadre. Ce qui fait qu'il y a des conventions, bien sûr, mais que c'est pas illogique de réussir à en sortir petit à petit. Et donc disons cette phrase-là, donc les conventions fondamentales de la pièce sont posées, et il n'y a pas de répétition, hein, donc il n'y a pas de... Avant, on dit, bon, bah voilà, on va jouer ci, on va jouer ça, etc. Alors, le pas de répétition, moi, je mettrais peut-être un petit bémol dans ce que j'en comprends, hein, sans vouloir offusquer 7, c'est que je comprends que certains rêves, prémonitoires, notamment, servent à nous préparer. Et c'est pour ça que je vois un peu cette notion de répétition, c'est comme si on allait vivre déjà un peu une scène, alors, la scène exactement où une représentation dans le rêve d'une certaine scène pour apprendre par exemple que voilà là il me vient bien sûr en tête décidément ce soir les noms m'échappent un peu, un livre au départ, Le Guerrier Pacifique, voilà, qui a été transformé en film. Quand on voit au tout début il fait ce que lui il appelle des cauchemars bien sûr, hein, où il se voit, donc c'est un jeune qui fait de l'athlétisme et il saute, donc il fait des anneaux, il fait des saltos pour sortir des anneaux, et quand il arrive au sol, sa jambe explose. Et il voit quelqu'un qui passe et qui ramasse les morceaux de sa jambe, parce que sa jambe elle explose vraiment comme du plastique, quoi, ça part en petits bouts, du verre, voilà, des morceaux qui partent un peu partout. Donc lui il souffre, tous les gens arrivent, l'entourent, il y a quelqu'un qui arrive et qui balaie ces morceaux. Il voit juste les chaussures, et il voit que la personne qui fait ça a 2 chaussures différentes. Et un peu plus tard, dans sa vraie vie réelle, il rencontre quelqu'un qui a 2 chaussures différentes et qui se trouve petit à petit, qui va devenir son mentor, son maître à penser, et qui va essayer de ce que je comprends du film. Là je vais spoiler complètement, hein, donc si vous n'avez pas encore vu ce film, voilà, faites une pause, vous reviendrez plus tard sur la vidéo. D'après mon point de vue, il me semble que son mentor va essayer de tout faire parce qu'il lui change sa vie. Enfin, il lui dit voilà, fini le sexe, fini la viande, fini voilà l'entraînement physique comme ça, etc. Donc il donne des règles de vie, fini l'alcool, fini la cigarette, fini et je pense qu'il essaie justement de l'amener à changer le futur qui était prévu, qui était qu'il se casse réellement la jambe. Et que ça n'a pas marché à un moment donné, le jeune réagit en disant tout le monde croit que je me drogue, ça marche pas, voilà. Donc il arrête, il reprend sa vie d'avant. Et comme par hasard, quelques jours, semaines après, il a un accident de moto, il se casse la jambe. Et donc ça, voilà, c'est-à-dire que c'est comme si
son mentor avait essayé de changer la pièce de théâtre, de la réécrire un petit peu en cours de route, parce qu'au départ, il était quand même venu pour expérimenter ça. Alors là, d'ailleurs, on a des questions des fois sur la chaîne où les gens se posent cette question en disant, mais si on se fait aider d'un point de vue spirituel, un ange, un esprit, peu importe, voilà, si on se connecte, c'est-à-dire que peut-être il va nous aider à changer notre vie et qu'on ne va plus expérimenter ce qu'on était censé expérimenter dans cette vie-là. Oui, peut-être, excusez-moi. Effectivement, c'est par rapport à l'idée de départ que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Effectivement, c'est possible, mais c'est la liberté que Seth redonne là, vraiment, qu'il explique clairement. C'est le libre arbitre. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? C'est pas grave. Peut-être que si vraiment, par exemple, dans l'histoire que je viens de citer, le jeune, effectivement, suit son mentor. Donc il évolue spirituellement, on peut imaginer, enfin voilà, il a donc une nouvelle façon de penser. Et vraiment, il ancre ça dans sa vie, et donc il change, donc sa vie, il y a un branchement parallèle qui fait qu'il va vers ailleurs. Peut-être qu'à ce moment-là, quand il va quitter cette vie-là, lui-même va se dire, je voulais quand même avoir mon accident, j'avais besoin de vivre cet accident de moto, ou enfin de me casser la jambe pour X raison, parce que j'aurais appris des choses fondamentales que je n'ai pas encore appris dans toutes mes autres vies. Donc là, je réfléchis en vous parlant un peu comme ça, je me dis, peut-être qu'à ce moment-là, tout de suite, il peut réincrémenter ça dans une autre vie. Peut-être qu'il va recréer une nouvelle vie complète, un peu similaire, ou enfin un scénario assez proche en tout cas, de ce qu'il voulait expérimenter dans cette vie-là et finalement qu'il n'a pas fait. Peut-être qu'il va dire, non, finalement, j'ai expérimenté quelque chose de tellement fort, j'ai pas, finalement, cette histoire d'accident, je sais pas si c'était une bonne idée. Voilà. Et peut-être qu'il aura, je sais pas trop comment le dire, suffisamment évolué pour qu'il n'y ait plus de nouvelles vies, en gardant en tête que toutes les vies viennent en même temps, donc c'est ça qui est un peu compliqué à exprimer, mais qu'en tout cas, il aura atteint globalement dans toutes ses vies un niveau d'évolution spirituelle, j'en parle un peu avec des pincettes, mais il aura suffisamment compris de choses pour qu'il quitte l'expérimentation physique, autrement dit. Comme Seth est venu expérimenter des centaines, des milliers de vies, et maintenant, il se définit lui-même comme l'essence d'une personnalité ou d'une conscience qui n'est plus focalisée sur la réalité physique. Donc il y a bien un moment donné, quand tout ce qu'on a expérimenté est expérimenté, on va plutôt se concentrer sur autre chose. Se focaliser en dehors de la réalité physique, parce que c'était juste un des points de départ. Il y en a peut-être plusieurs, des points de départ. Il y a en tout cas cette expérimentation-là qui semble intéressante. Et on va du coup expérimenter autre chose. Tout ça pour rappeler donc qu'il y a toujours ce libre arbitre et que c'est nous qui réécrivons en permanence les chemins par lesquels on va passer. Et les expériences qu'on vit sont censées nous déclencher des prises de conscience, nous amener vers d'autres chemins. Voilà, donc ce sont des événements qui sont, quand on les vit, des fois compliqués à vivre, parce que ça nous sort de notre zone de confort nettement, et qu'avec le recul, petit à petit, on arrive peut-être à dépasser un petit peu ça, ou en tout cas à sortir de nos croyances qu'on avait au départ, notre fonctionnement initial. Et c'est bien ce que la conscience cherche. Notre conscience cherche à évoluer, à créer, à avoir des intensités différentes. Donc on est bien dans cette recherche-là, ça me semble assez cohérent en tout cas. Seth rajoute que dans ce contexte des scènes de théâtre, il existe des observateurs, comme vous le verrez plus loin. Donc on peut déjà imaginer que ce sont des personnes qui ne sont pas pleinement dans leur rôle, c'est-à-dire qu'elles sont là pour observer,
elles font peut-être pas que observer, peut-être qu'elles peuvent entrer en communication avec nous, et peut-être que du coup elles ont la conscience qu'elles sont observateurs. Et donc du coup ça va changer leur manière de jouer. Mais donc elles viennent dans le monde physique, mais avec un autre niveau de conscience. Voilà. Je pense qu'il y a différentes manières de nommer ça. Ça peut être des gens éveillés. En yoga, on dit qu'il y a des personnes qui sont de naissance, qui ont conscience de leur purusha. De cet être supérieur. Donc ce serait, à mon avis, l'entité, selon Seth. Bon. Je vais pas m'étendre là-dessus, surtout que Seth, effectivement, il explique, on le verra plus loin. C'est pour donner déjà un petit peu des éléments par rapport à ce vers quoi se dirige Seth, comme explication. Et il continue en disant, comme dans toute bonne production théâtrale, il y a un thème principal pour chaque pièce. Donc là, je pense que je ne vais pas insister là-dessus, c'est effectivement le thème, alors soit le thème de la personne individuellement, soit le thème collectif. Mais on retrouve en tout cas les deux, ça dialogue bien sûr entre les deux. Et il continue avec un exemple, il dit « Les grands artistes, par exemple, n'émergent pas d'une époque donnée simplement parce qu'ils y sont nés, ou que les conditions sont favorables. Les grands artistes, par exemple, n'émergent pas d'une époque donnée simplement parce qu'ils y sont nés, par hasard, on va dire. Tiens, par hasard, il y a un tel artiste qui arrive à tel moment. Non, ce n'est pas ça, nous dit Seth. Ni que les conditions soient favorables. Donc si c'est pas par hasard, et si c'est pas parce que les conditions spécialement sont favorables à laisser émerger un artiste, ça veut dire que c'est choisi, du coup. Ça veut dire que la personne vient avec sa connaissance d'artiste et qu'il choisit son époque donnée. Moi, c'est comme ça que je comprends. Je vois pas d'autre manière. Si Seth nous dit ils n'émergent pas d'une époque simplement parce qu'ils y sont nés, donc moi je comprends que c'est du hasard, c'est simplement, il y est né, donc il est devenu artiste. Il dit que ça marche pas comme ça, ou que les conditions soient favorables. C'est-à-dire qu'on en choisirait, c'est-à-dire que c'est pas l'artiste qui fait l'artiste, c'est les conditions qui font l'artiste. Donc ça veut dire que là, ce serait effectivement l'artiste qui fait l'artiste. On choisit de devenir artiste avant d'arriver, en choisissant une période, on va dire là, c'est une période où je vais être artiste, et voilà, ça va fonctionner, ça va sans doute bouleverser. Il y a souvent d'ailleurs cette idée-là que les artistes ne naissent pas à la bonne époque. Leur génie ne serait reconnu que plus tard, etc. Ça peut justement être ça, c'est-à-dire que des artistes viendraient exprès un peu tôt, dans une époque donnée, pour bouleverser les mentalités, pour préparer les gens à un changement de mentalité spirituelle, culturelle, peu importe, qui va venir peut-être une génération après. C'est comme, mais oui, mais lui, c'est un visionnaire. Si on écoute Seth, non, c'est pas un visionnaire, c'est juste qu'il savait qu'il y avait telle chose qui allait se mettre en place et que c'était bien de préparer toute la société à ça. Et donc on vient exprès, 10, 20, 30 ans avant, pour commencer à semer des graines, à lancer des idées qui vont devenir après évidentes pour tout le monde, mais qui au début sont révolutionnaires, choquent, dérangent énormément. Il y a beaucoup d'artistes, surtout des grands artistes, soit on les prend pour des fous, il y a un décalage avec la société en général quand même. Et Robert là en profite pour faire un commentaire justement par rapport à ça, donc pour vraiment repréciser, il dit que selon Seth, chaque individu choisit le lieu et l'endroit de chaque vie dans son cycle réincarnationnel. Voilà, juste pour repréciser ça. Et Seth, donc, il enchaîne en disant « Ces pièces particulières s'attachent à la réalisation de la vérité intuitive en ce que vous appelez la forme artistique. » Donc là, je pense qu'il dit ces pièces particulières, c'est des
les pièces où il y a des grands artistes, a priori. Il n'y a pas forcément des grands artistes toutes les générations, voilà, des grands artistes vraiment reconnus. Il y a des artistes en permanence. Est-ce qu'il y a vraiment des grands artistes qui vont bouleverser à chaque génération, dans tous les domaines? Il y en a quand même régulièrement, c'est vrai que c'est pas bon, voilà, qu'il y ait des artistes effectivement en permanence, oui, c'est sûr, mais c'est vrai que pour arriver à ce qu'un grand artiste, pourquoi on dit grand artiste? C'est-à-dire il a quelque chose, il apporte quelque chose vraiment de nouveau, il est reconnu en tant que tel. Est-ce que tous les grands artistes sont reconnus de leur vivant? Ça peut être une croyance. Là, j'hésite un peu, c'est-à-dire que je suis en train de voir moi-même, en fait, quelle est ma vision des artistes. En fait, c'est ça. Ce que ça trahit simplement, quand j'hésite, c'est que ça trahit mes croyances, qui sont limitantes, du coup, dans mon discours. Dans les périodes récentes, en tout cas, il y a quand même des artistes importants, régulièrement, qu'on peut nommer comme grands artistes dans le sens où ils apportent des choses vraiment nouveaux, révolutionnaires, dont on parle d'eux, en bien, en mal, ils dérangent, quelle que soit la manière dont ils dérangent. Mais c'est vrai que peut-être à d'autres époques plus anciennes, c'était peut-être aussi plus compliqué de se faire connaître, d'avoir une vie suffisamment posée pour pouvoir s'exprimer. Au Moyen-Âge, par exemple, il y avait quand même... Est-ce qu'il y avait beaucoup d'artistes? Alors des artisans, oui, mais des artistes qui avaient vraiment une qualité telle que ça pouvait être reconnu par un seigneur, etc. C'est pas évident, mais bon. En tout cas, Seth en parle comme étant des pièces particulières. Donc, moi, ce que je comprends dans ce qu'il dit, et la rigueur, c'est peut-être le plus intéressant, on va en rester là, c'est que lui, là, il sépare, quoi. Il dit, voilà, il y a quand même des pièces particulières avec des artistes, des vrais grands artistes reconnus, qui chamboulent des périodes. Et donc, ces pièces-là, elles cherchent vraiment la réalisation de la vérité, pardon, pas de la réalité, de la vérité intuitive. Et que c'est une période, pour cet artiste-là, de pleine créativité. La conscience va peut-être un cran au-dessus. Parce je pense qu'on est tout le temps un peu, là il est dans cette notion de progrès, je pense qu'il nous amène petit à petit à réfléchir autour de cette notion de progrès, et que là des grands artistes qui viennent pour expérimenter cette vie d'artiste, donc il vient de dire qu'ils le choisissent, même s'il a changé de paragraphe, c'est en continuité, c'est justement parce qu'elles sont dans ce développement de leur créativité intuitive, et que c'est ça qui fait que c'est du progrès selon Seth. C'est-à-dire qu'elles vont laisser apparaître, découvrir, mettre en place une œuvre, une nouvelle technique, ou quelque chose vraiment qui après va être utilisé peut-être largement par tout le monde, mais elles sont le point de départ de quelque chose de nouveau, fondamentalement nouveau. Donc, ce serait pour moi la définition d'une créativité. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de nouveau qui est mis en place, le choix des couleurs, les formes, les matériaux, les textures, peu importe, quelque chose, des musiques, voilà, des nouveaux rythmes, instruments, pour parler de la musique. Et c'est ça qui va apporter vraiment... l'intuition va être poussée à son maximum. Et donc, cette pièce-là particulière, pour cet artiste, va le marquer profondément. Ça va être vraiment une expérience forte. Voilà, donc il dit effectivement une vérité intuitive en ce qui concerne la forme artistique. Alors, il continue, c'était pas la fin de la phrase, point virgule. La créativité y est si ample
si stimulante qu'elle éveille les capacités latentes en chaque acteur et qu'elle sert de modèle de comportement. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'ai l'impression, alors c'est des mots de Seth, il a un discours, je crois qu'il disait des fois un petit peu désuet dans sa manière de s'exprimer, il y avait un petit côté un peu gentleman, mais des mots un peu anciens à l'époque, 1970. Donc dans ces pièces particulières, où il y a un grand artiste, Seth nous dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se dévoile en termes de créativité. Et donc cette créativité, elle est tellement ample qu'elle va se propager à d'autres acteurs. Il dit voilà, qu'elle éveille les capacités latentes en chaque acteur, donc en chaque autre participant de cette époque. Donc ça peut être quelques millions de personnes. Elle éveille les capacités latentes en chaque acteur et qu'elle sert de modèle de comportement. Mais un modèle, on n'est pas obligé de le suivre. C'est un modèle, mais on peut se construire contre. Il y a quelque chose qui est mis en place qui va faire réagir. En fait, c'est surtout ça que je comprends. Et ça a l'air de rejoindre la définition que j'ai donnée tout à l'heure des grands artistes. Quelque chose qui nous bouscule d'une manière ou d'une autre. Les périodes de renaissance, c'est le paragraphe suivant, artistiques, spirituelles ou psychiques, surviennent parce que l'intense focalisation interne de ceux qui sont impliqués dans la pièce en question, donc cette intense focalisation, est orientée vers ses objectifs. Les objectifs, donc il fait le lien avec le paragraphe précédent, je pense, éveiller les capacités latentes en chaque acteur. Les périodes de renaissance surviennent parce que l'intense focalisation interne de ceux qui sont impliqués dans cette pièce-là est orientée vers ces objectifs de créativité. Donc ça rejoint encore le paragraphe avant, quand il disait que voilà, il venait pas par hasard, c'est qu'effectivement, le fait qu'un artiste choisisse de s'incarner à une époque donnée, il va déployer une créativité particulière, mais que par contre, cette créativité va changer. Alors je ne sais pas si elle change ou si c'était prévu comme ça au départ, mais en tout cas, la période devient propice pour une révélation globale de toutes les personnes de cette période-là. Voilà. L'intense focalisation interne de ceux qui sont impliqués dans la pièce en question, et tout ça est orienté vers ces objectifs de la réalisation de la vérité intuitive. Le défi, continue-t-il, peut être différent dans chaque pièce, mais les grands thèmes sont des phares pour toutes les consciences. Ils servent de modèle. Donc deuxième fois où il dit là cette notion de modèle. Donc le défi peut être différent dans chaque pièce, c'est-à-dire que alors chaque pièce, époque différente, ou chaque pièce, chaque personne différente à la même époque. Je pense des pièces d'époques différentes, avec plusieurs acteurs dedans. Le défi peut être différent dans chaque pièce. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Donc à des époques différentes, il y aura des défis différents. Mais les grands thèmes, choisis par les artistes qui arrivent, sont des phares. Donc, c'est pas anodin, c'est vraiment des points de repère très forts. Donc des phares pour toutes les consciences de cette pièce-là, de cette période-là. Donc pour résumer, c'est-à-dire qu'effectivement, on a ce pic de création qui émerge d'une entité, enfin d'une personnalité particulière liée à une entité, à une période donnée, mais ça va quand même déclencher toute une réaction, réactiver quelque part, si on parle de phare, réactiver quelque chose de l'ordre de la créativité intuitive dans l'ensemble des consciences. Ils servent de modèle.
Alors, je suis en train de chercher si c'est les artistes. Ça peut être les phares, non, ce serait bizarre. Ou les objectifs, peut-être. La phrase précédente dans la question est orientée vers ces objectifs. Ils servent de modèle. Non, c'est les grands thèmes. Oui, tout simplement, la phrase avant. Le défi peut être différent dans chaque pièce, mais les grands thèmes sont différents pour toutes les consciences. Ils servent de modèle. Voilà. Donc un thème particulier, une orientation particulière sert de modèle pour l'ensemble des personnes présentes à ce moment-là. Et il insiste donc en disant, dans le paragraphe suivant, le progrès, voyez-vous, n'a rien à voir avec le temps. Le progrès n'a rien à voir avec le temps. C'est une question de focalisation psychique et spirituelle. Donc, le progrès est lié à la focalisation psychique et spirituelle. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'avant on voyait la notion de temps, j'en avais parlé dans la séance précédente, la progression, la notion nous on a cette vision globale. J'avais fait un schéma sur qu'est-ce que ça peut être l'histoire de l'humanité, alors j'avais juste dessiné les derniers siècles, mais à l'échelle de l'humanité, on peut avoir cette notion de temps qui se succède, et donc on voit une progression, quelque chose d'un peu linéaire, un peu continu. Il a dit que ça n'a rien à voir, c'est vraiment lié uniquement au psychique et au spirituel, et donc la focalisation, une focalisation particulière. Il insiste, chaque pièce est complètement différente des autres. Tout est unique. Chaque pièce est différente des autres. Chacune de nos vies réincarnationnelles est unique. Et il conclut donc en disant « Il est donc faux de supposer que vos actions dans cette vie sont causées par une existence précédente. » Là, c'est quelque chose de très fort. Il est faux de penser que nos actions qu'on est en train de vivre maintenant sont causées, et il a demandé à Robert de souligner causées, donc c'est en gras dans la version française, par une existence précédente. Il n'y a pas de lien de cause à effet d'une vie à l'autre. Il y a des événements parallèles, mais ce ne sont pas des liens de cause à effet. Parce que j'ai été méchant dans cette vie-là, je serai très gentil dans une autre vie, ou je vais être très malheureux. Je me suis mal comporté dans une vie, donc la vie suivante, entre guillemets, je vais commencer extrêmement pauvre et je vais souffrir toute ma vie. Comme si j'avais quelque chose à devoir, à rembourser. Seth dit très clairement que ce n'est pas le cas. Ça n'existe pas comme ça. Voilà, c'est ça, il dit. La fin de la phrase, virgule, ou que vous êtes puni dans cette vie pour des crimes que vous avez commis dans une autre vie. Il est donc faux de supposer que vos actions dans cette vie sont causées par une existence précédente, ou que vous êtes puni dans cette vie pour des crimes que vous avez commis dans une autre vie. Ça ne se passe pas comme ça, la réincarnation. Et c'est pour moi un des points principaux du côté unique de l'explication de Seth sur la réincarnation. Je ne crois pas avoir vu beaucoup d'autres courants spirituels, etc., religieux, expliquer de la réincarnation de cette manière-là. Il reprécise après, les vies sont simultanées. Donc il n'y a pas de lien de cause-effet. Il peut y avoir justement, comme elles sont simultanées, on va un peu en même temps mettre en place quelque chose. Les vies peuvent se répondre. C'est-à-dire qu'on va vivre des émotions particulières dans différentes vies. Mais ce n'est pas quelque chose d'écrit, c'est-à-dire qu'en fait c'est libre à chacun. Je souhaite dans 5 vies en même temps, et c'était le schéma que j'avais fait la dernière fois, dans 5 vies en même temps, il va se passer un moment fort à un moment donné,
Et parce que c'est en train de se mettre en place, voilà, c'est moi j'évolue et toutes mes vies se passent en même temps et évoluent en même temps d'une certaine manière et je vais vivre quelque chose de particulier. Mais ce n'est pas une règle universelle de dire que parce qu'il s'est passé ça dans une vie, donc la suivante, par ordre chronologique, va m'amener à. Toutes les vies sont simultanées, donc déjà la chronologie, ça ne veut rien dire pour cette. Et surtout, il n'y a pas de lien obligatoire. On peut en mettre, chacun met ce qu'il veut, expérimente ce qu'il veut comme il veut. C'est ça qui est compliqué. C'est que chacun est libre dans son expérimentation en tant qu'entité. Chacun est libre en tant que personnalité d'accepter ou pas la proposition de son entité dans sa vie. Le libre arbitre, c'est à tous les niveaux. Donc on choisit de mettre un contexte particulier, on choisit de vivre quelque chose, et au moment où on est prêt à sauter, on est au bord de la falaise, finalement la personnalité dit « mais je veux pas, j'ai peur, non !» Donc ce sera dans une autre vie. Si on a envie de l'expérimenter quand même. Ou bien on en reste là, en disant « je voulais expérimenter de sauter d'une falaise », et non. J'ai eu peur au dernier moment, je l'ai pas fait. C'est à nous de savoir est-ce que c'est grave ou pas. Est-ce qu'on veut le revivre à un autre moment, puisqu'on a toutes nos vies en même temps. Touc, allez, et bien, plus tard dans le futur ou dans le passé. On peut tout changer. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est important d'entendre par rapport à ce que dit Seth. Ça se démarque vraiment des autres informations que j'ai pu avoir par ailleurs. Et c'est ce qui m'a vraiment interpellé quand j'ai lu ça, et ce qui est hyper cohérent avec le reste de ce qu'il explique. C'est la conséquence logique du fait qu'il n'y a pas de temps. C'est la conséquence logique du fait qu'il y ait une entité qui vit plein de personnalités, et que les personnalités peuvent être présentes plusieurs en même temps, dans la même période, peut-être au même endroit, peut-être à des endroits différents sur Terre. Mais il n'y a rien qui l'empêche, puisque tout se passe en même temps. L'entité envoie, c'est pour ça que j'aime bien cette image, elle a ses limites. Toute image, tout dessin que je fais a ses limites. À partir du moment où on schématise, c'est subjectif, c'est mon choix de montrer ça, mais du coup ça limite. Je n'ai pas encore trouvé d'autres moyens, tant que ça passe pas par télépathie, et encore la télépathie limite également, ça reste subjectif. J'aime bien cette image d'une entité avec un peu comme des tentacules, un poulpe, et donc chaque personnalité est reliée, indépendante, mais reliée. Et donc on vient comme ça, et bien oui, on peut faire plusieurs expérimentations simultanées à la même période de l'histoire. Il n'y a rien qui l'empêche. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça vous donne déjà des nouveaux éléments à mâchouiller un petit peu de votre côté. Peut-être que ça vous fera réagir et que vous êtes complètement contre, ce que j'entends parfaitement. Moi, j'essaie juste de vous dire ce que je comprends de ce message et la cohérence que moi j'y vois en tout cas. Voilà, ni plus ni moins, vraiment de manière très simple. J'essaie de convaincre personne, j'explique ce que moi j'en comprends aujourd'hui, et de manière très simple, peut-être que je me contredirai moi-même dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Pour le moment, je chemine tranquillement avec ces informations. Elles me semblent vraiment intéressantes. Comme je vous disais au début de la séance, donc la vidéo précédente, ça change quand même la relation qu'on a au quotidien, aux expériences qu'on a, aux personnes qu'on rencontre, aux situations de la vie, avec des hauts et des bas. C'est tout ça pour moi que ça vient un peu toucher, re-questionner, réinterroger. Et c'est ça qui me motive dans le fait de le partager. C'est juste une réflexion parmi d'autres. Je m'appuie sur ces textes-là parce que c'est ceux-là principalement qui me parlent. Mais vous voyez, des fois, je vais parler d'un film, d'un autre livre, d'un autre auteur.
il y a beaucoup d'autres... Enfin, c'est un message un peu universel, il me semble, en fait, qui a été dit de plein de manières différentes par plein de personnes. Il y en a qui vont donner des textes beaucoup plus pragmatiques, vraiment sur comment on fait ci, ça. On trouverait des textes sur comment gagner de l'argent, comment réussir dans sa vie, magnétiser ce qu'on veut, la loi de l'attraction, les clés de la réussite. Voilà, c'est décliné de plein de manières différentes, de manière plus pragmatique, qui nous parlent aussi plus facilement. Et d'ailleurs, ce sont sans doute aussi des livres que moi, je vois pas l'utilité de faire de guidage de lecture dessus, parce qu'ils sont déjà traduits, je dirais, de manière accessible. Les livres de Seth, je vais peut-être dire un peu un gros mot, mais j'ai envie de dire spontanément, c'est un cran au-dessus. Il a une vision, alors c'est avec ses inconvénients et ses avantages. C'est-à-dire qu'il a un recul sur la vie, donc des fois il essaie de relier par rapport à ce qu'il a lui vécu et ce que nous on peut vivre, mais des fois c'est quand même très théorique, très loin, pas du tout pragmatique dans le quotidien comment on fait. Et c'est pour ça que moi j'essaie à ma manière de voir comment ça résonne, comment je le comprends. Seth le disait au début de son livre, il y a une partie intellectuelle à avoir. Et après d'essayer de mettre des mots, ça reste toujours des mots, mais quelque chose de plus intuitif en croisant avec des exemples, avec d'autres éléments, en essayant de rendre ça palpable. Pour essayer de voir le lien, justement, et peut-être ça vous fera des liens avec d'autres choses de votre vie que vous connaissez, des films, des livres, d'autres éléments. Et que, en général, c'est pas incompatible. Lui, il a ce point de vue complètement extérieur. Il parle d'une réalité qu'on ne voit pas, avec des mondes parallèles, avec des vies multiples, etc. Donc ça nous paraît, complètement bizarre, et ça ne paraît pas un manuel concret dans notre vie d'humain du quotidien. Et malgré tout, si, ne serait-ce que pour nous faire prendre un petit peu de recul sur ce qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est juste pour redire en quelques minutes aussi ce qui me motive dans ces guidages et pourquoi j'en parle, et en quoi ça peut éventuellement résonner dans vos vies à vous. Voilà, c'est un élément comme ça qui me venait en fin de séance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup de nous suivre. Il y a de plus en plus de personnes, là, nous on voit au niveau des statistiques là qui s'intéressent à ces sujets-là, alors qu'ils vont ou pas lire les livres. Nous, on vous invite toujours, avec ma compagne, vraiment à ensuite lire les livres. Ce que je vous dis, c'est juste des introductions, des propositions, des éléments qui vont nourrir votre propre réflexion. Seth, de toute façon, il dira toujours ça, c'est de nous amener à réfléchir sur notre vie, de toute façon. Il n'y a pas d'autres chemins, donc il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est quand même l'idée d'avancer un petit peu à son rythme dans cette vie-là. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention, et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.